ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment dire, une extraction de certains éléments d'un chapitre de ma thèse combiné à d'autres éléments qui ont été introduits dans le projet collectif Dérive. Et donc, je vais essayer de vous faire croire aujourd'hui que le quartier Hochelaga, qui se situe dans cette direction-là, ça prend à peu près 1 heure de marche, 1 heure et quart si vous prenez votre temps, donc pour passer le viaduc Ontario. Donc, je vais essayer de vous faire croire que Hochelaga est une île. Et c'est ça, ça va combiner à la fois la mémoire du lieu que peut offrir au Massaouiton, recueil de Patrick Lafontaine, publié en 2008, et ma propre expérience de population de la flânerie dans le quartier Hochelaga. Alors, il faut d'abord que je commence par vous prouver que dans Hochelaga, on se rapproche d'un milieu humide, d'une île, etc. Alors, bon, allons-y, on va parler d'Au Massaouiton, donc une citation de John Berger, donc qui provient de « Et nos visages, mon cœur, fugaces comme des photos ». Donc, Home, c'est le retour au lieu où la distance ne comptait pas encore. Alors, dans Hochelaga, à certaines heures du jour, il y a des quenouilles qui apparaissent. Et donc, on est près des milieux humides, des quenouilles qui, comment dire, s'affaissent une fois à midi arrivé. Sachez qu'on y trouve aussi les sirènes sur la Joliette, dont il sera question tout à l'heure. Sachez aussi que certaines douches sont longues et les habitants doivent se munir de palmes pour se déplacer dans leur maison. Alors, on a déjà une impression d'engloutissement. On trouve aussi quelques coffres au trésor et à cela, j'ajouterais qu'il y a une chanson qui s'intitule Le Pirate d'Hochelaga, écrite et performée par Malajube, dans le milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Alors, on est... oui. Et si vous allez du côté de Maisonneuve, sachez que la pêche est interdite. Donc, Maisonneuve étant le quartier situé à l'est d'Hochelaga. Donc, voilà, petit truc grappier dernièrement. Alors, ce que je vous propose, c'est aussi de faire un parcours à travers l'œuvre de Patrick Lafontaine. Donc, il y a une certaine cohérence, en fait, de la figure, de l'espace habité. Donc, on se lance. Inquiétez-vous pas, c'est très dispersé. Il y a une volonté de dispersion. Et en regardant les images, les citations qui sont quand même assez touffues dans certains cas, inquiétez-vous pas, tout va faire sens à un certain moment. Alors, commençons d'abord par montrer une constante dans l'œuvre de Patrick Lafontaine en ce qui concerne le lieu habité. La maison, l'appartement dans son cas. Au lieu de l'abandon, Mes êtres, qui a été publié en 2006 aux éditions du Noroît, la maison est comparée à une île et à un lieu où il est loisible d'apprivoiser la mort, de cultiver la disparition de soi. Donc, ça fait écho à certains éléments qui ont été proposés tout à l'heure. Alors, je cite. « Cherche une maison, une île, où cultiver le goût de mourir et faire pousser des milliers d'arbres à brûler pendant la canicule. Mes doigts creusent déjà des sillons, sur mes côtes, déjà mes doigts que j'occupe, que je distrais. » Dans Massaouiton, publié en 2008, cette présence de l'île n'est plus quelque chose que le poète recherche, mais bien de l'ordre de la présence. À l'arrivée de nouveaux locataires au rez-de-chaussée, Lafontaine écrit « Le fleuve appelle, il a une tumeur au cerveau, grosse comme une île. » Page 38, présente ici. Et cette tumeur donne sur le trottoir, que nous pourrions nommer, par anachronisme, une rive. Dans Grève du zèle, publié en 2010, un intervalle de 2 ans entre chaque recueil, nous supposons l'affaissement de cette île, cette maison. Alors, je cite, « J'habite le long de la rivière une maison dont le toit se trouve au niveau de l'asphalte. Je sais que Blou se roule une cigue sur son balcon, qui donne sur la rue, qui donne sur mon toit. Mais ce soir, je regarde l'eau fuir comme un train. Pour connaître une rivière, il suffit d'épouser son reflet, coucher sa peur auprès de sa force. Pour connaître un homme, je demeure sans repère. » Fin de la citation. Dans tous les cas, l'appartement, l'île, est un endroit propice au dénuement, qui est en mesure d'accueillir la faiblesse du sujet. Surtout, cette île est ce qui rend possible un façonnement de soi-même par le biais de l'espace habité. La maison à construire a une incidence directe sur le sujet, qui n'est pas sans rappeler l'adresse à Nathanaël, formulée par Gide dans ses nourritures terrestres. Gide est une des références assez fréquentes dans l'œuvre de Lafontaine. Donc, je cite, « Ne demeure pas auprès de ce qui te ressemble, ne demeure jamais, Nathanaël. Dès qu'un environ a pris ta ressemblance, ou que toi tu t'es fait semblable à l'environ, il n'est plus pour toi profitable. » Petit détournement vers le latin par rapport à l'île. Alors, chez Lafontaine, l'appartement est ce lieu où l'écriture et la fenêtre se retrouvent pour former une interface entre le dedans et le dehors, justement le singulier et le collectif. Il est ici utile de rappeler que le terme même d'appartement, de l'espagnol apartamiento, soit l'action de s'écarter, signifie non seulement habitation, mais aussi lieu écarté. Le domicile, dans Massaouiton, est d'abord présenté comme suit. Et juste pour ajouter à ceci, par rapport à la Joliette,
joliette. Sachez qu'une joliette, en joaillerie, c'est une table couverte de potées d'étain qui est destinée au travail de polissage. Alors, il y a un lien avec l'écriture. Donc, je cite. 1646, rue Joliette. Il n'y a pas de moi qui vaille plus qu'un autre. J'ai tellement écrit je que je me donne mal au cœur. Il aurait fallu que ça se produise, plus tôt, je dirais, qu'il est trop tard. À mon adresse, le convoi des signes, ronchage. Alors, s'il relève du lieu commun de considérer l'appart ou plus largement la demeure en tant que lieu de blottissement, entendons ici un écho à Bachelard, il nous faut revenir à l'adresse du poète. Elle se fait tout à la fois à repère géographique précis et façade de la vie publique de son résident. L'adresse, c'est aussi le lieu et le moment de l'énonciation. Centre de gravité du recueil, lieu d'ancrage et de flux de la parole, le logement se performe en tant que boîte à voix du poète. Ainsi, nous pourrions dire, à la suite d'Alain Mons, que le 1646 est de l'ordre d'une inscription appartementale. Mons, dans son essai Les lieux sensibles, explique que le milieu appartemental était à entendre à sa polyphonie, les mentales, appartenance, mise à part, territorialité, déterritorialisation. Fin de la citation. Portons notre attention sur l'enjambement des vers. Nous focalisons sur la deuxième strophe. Il n'y a pas de moi qui vaille, plus qu'un autre, j'ai tellement écrit je que je me donne mal au cœur. Il établit un rapport d'horizontalité entre le poète et ce qu'il observe du haut de son appartement. Le je qui est formulé ici n'est plus singulier au sens d'une voix s'élevant au-dessus de la masse, mais ménage un passage vers l'autre, pour l'autre. Il n'est pas non plus une fin, mais un moyen frappé d'humilité. Ce moi qui ne vaut pas plus qu'un autre est aussi un rappel du statut de locataire propre à la majorité de la population du quartier. Le lecteur a affaire, dans ce milieu appartemental, à un espace tout à la fois habité et vacant, où le droit d'occupation se paye ici par le don. Si le poète affirme qu'à son adresse, le convoi des signes ronchage, cela passe par un dessaisissement de l'affirmation individuelle. Ce jeu est un sujet lyrique, avant tout poreux, comme l'écrit Luc Bonenfant, et sa transparence laisse place à une altérité généreuse. Fin de la citation. Si nous poursuivons, l'étymologie du terme convoi nous renvoie d'ailleurs à Conviary, à savoir faire route ensemble, et ça implique en fait, l'apport du lecteur pour que l'œuvre soit complète. D'autant qu'il rappelle l'emprise industrielle bordant le sud du quartier qui sépare du fleuve Saint-Laurent. Alors, difficile de faire abstraction du passé ouvrier du quartier Hochelaga. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la rupture de charge, en fait, c'est le passage des marchandises du bateau, en fait, au train ou au camion de livraison. Évidemment, rupture de charge pour le lecteur qui a affaire à cette photographie tout de suite à côté. On a une espèce de rapport de consécution, là, un avant qui est propre et une dispersion de soi, illustrée par la photo ici. Alors, la rupture de charge évoquée par le poète est métaphore de l'écriture et de sa fonction de préservation d'un paysage donné par le biais d'un processus lent et coûteux. Alors, observons maintenant la marge du poème d'en bas sous Vuitton. Dans le premier texte du recueil, le poète observe une aveugle qui passe devant chez lui, à travers sa fenêtre. Il écrit « D'autrefois, elle ne s'arrête pas. Elle me laisse seule, immobile à la fenêtre. Le regard est garant d'un bris de cette solitude. » L'immobilité, quant à elle, permet la prise de conscience de soi et de l'autre. Le contact a lieu entre ceux qui prennent le temps. Déjà, dans Au lieu de l'abandon, le poète se comparait à l'aveugle, évoquant une recherche tâtonnante vers la lumière, mais il se compare aussi à une forêt. Alors, les milliers d'arbres à brûler, évoqués plus tôt sur cette île, sont à son image et de sa volonté de ne pas être en train de décrire le lieu, et pourtant, cette tension est constante tout au long du recueil. Une volonté de ne pas écrire, d'être présent au lieu, mais en même temps, pour être présent à ce lieu-là, il doit être en train d'écrire constamment. Alors, je cite. Comme la voix par hasard sortirait de la gorge, de sable d'un mort, le frottement des pagaies évoque l'appel, inquiet d'un personnage. Il reste sur le fleuve, immobile jusqu'à ce que la surface lui répète son image parfaite de bouleau mourant. Alors encore là, les figures de l'arbre. Sur le fleuve immobile, jusqu'à ce que... Et là, on a une interruption, on passe à la photo. Alors, ce qui surprend d'abord, c'est cette aposiopèse, donc l'interruption brusque de la parole par laquelle se clôt le poème. Devant l'hésitation, la surprise de pigeons qui prennent leur envol, un élément du quotidien qui brise la quiétude. Le regard et le silence prennent alors le pas sur la parole. Cette défaillance de la langue survient lors de la répétition d'une partie de la strophe précédente, sur le fleuve immobile, jusqu'à ce que... Non seulement la différence d'enjambement des vers fait en sorte de rapporter l'adjectif immobile au fleuve
plutôt qu'au « il », donc ce personnage inquiet, mais cette répétition met en lumière la suppression du reflet de ce personnage. Évidemment, là, il y a en filigrane la figure de Narcisse qui se promène. On aura compris. La figure fluviale entretient alors un rapport analogique au quartier et à l'écriture, et chaque fois, elle menace d'engloutir l'île. L'appartement, lourd comme un fleuve, écrit La Fontaine, Hochelaga la gigogne ouvre son ciel, se déverse par les fenêtres pour noyer en nous le fleuve, vieillir en pièces détachables, être beau de loin, avant notre âge, avant. Ce fleuve possède deux natures. Celui observé par ce personnage, imaginons un héron se tenant sur la masse fluviale. Il vaut dans un second temps pour lui-même et comme une surface lisse, le résultat du calme ou d'un travail de polissage. Soulevons maintenant la troisième occurrence de ce vers qui, approchant de la fin du recueil, se présente à nous sous une forme légèrement différente. Il va sur le fleuve, immobile, reste, pêche un poisson pour le tenir, dans ses mains le sentir, gigoter comme s'il écrivait, un poème, lance, le poisson sur le bois, sourit puis caresse de la semelle élastique de sa chair jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Ici, la présence du verbe aller ne pose plus le sujet comme personnage passif, mais bien comme étant actif avant de rester, de s'installer sur ce fleuve et de lui subtiliser ses fruits. L'image du pêcheur se superpose à celle de l'échassier, et que nous sommes pris à imaginer plus tôt. Celui qui est cueilli ou pêché dans le fleuve Hochelaga, pour l'appeler comme ça, est trituré par le travail du poème et de la semelle. La marche dans le quartier assure le contact avec celui-ci, mais reste toujours à recommencer. Alors, dans Homo Suitum, le poète Braque soutire, souffre au monde. Il attire le regard sous la surface, alors que le regard, lui, glisse. Alors, dans Homo Suitum, le poète Braque soutire au monde, alors le regard glisse. Il y a deux points de fuite dans un paysage, écrit La Fontaine dans un article intitulé Exit paysage. L'un vers son fond, qui crée la perspective, l'autre à sa surface, qui crée le reste du monde. L'œuvre paysage inventerait donc le lieu qu'il était, soit l'origine de l'observation. En ce sens, le paysage ne s'adresse pas au sujet, mais à sa faiblesse qui gît sous la rigidité de son regard et des conventions qui le portent. On pourrait dire autrement l'habitude. Le vrai sujet du paysage, c'est cette émission, manifestation. Cette invention du lieu tu, en tant qu'il s'adresse à la faiblesse du sujet, venu au paysage par un chemin d'évitement, pour ne voir personne ni être vu, nous pousse à nous questionner sur la nature même de ces chemins qui nous feront emprunter par leur porte-à-faux, texte et image. La présence du matériau photographique ne peut, en fonction de notre pratique, qu'être un moyen détourné de mettre au jour une langue quotidienne difficile d'accès. Alors, si tout à l'heure Nicolas évoquait, comment dire en fait ces choses auxquelles on n'est plus habitué, chez La Fontaine, c'est plutôt le contraire, c'est comment dire ces choses justement auxquelles on s'est habitué et qui, par l'émoussement en fait du regard, on n'arrive plus à les dire. Alors, ainsi les deux dernières strophes de la page 50, on va y arriver ici, et la photographie de la page suivante mettent en lumière une dynamique particulière en texte et photographie. Ce rapprochement nous est permis, dans ce cas-ci, par la présence d'un lieu nommé dans le texte et identifiable dans l'image. Je cite. Tout est vrai et faux plus j'avance. Dans la peur connaît le chemin. Un homme disparaît sous mon balcon, j'attends. Qu'il ressorte pour voir s'il observe également ma perte. 6 fenêtres allumées de l'école Barry, le printemps, va bientôt aveugler. Le réel, nous ne penserons plus à notre culpabilité. Je voudrais être un autre, mais ils sont tous occupés. Mentionnons au passage que les enjambements des 3 premiers vers de la deuxième strophe, donc un homme disparaît, etc., mettent le poète à la place de l'autre, qui a la possibilité de renvoyer le même regard. Le balcon agit alors comme surface réfléchissante, au même titre que le ferait une rivière. Il en faut peu pour qu'il risque la noyade. L'effet est le même lorsque le résultat de 1646 Joliette regarde de l'autre côté de la rue. C'est la clôture de la cour d'école Barry sur la photo qui agit comme miroir et qui permet le rapprochement des fenêtres, par la clôture, de la lumière et des enfants. En effet, autre l'ancrage territorial de cet enchaînement, c'est la présence de ces 6 fenêtres et de ces 6 enfants qui nous interpellent. D'autant plus que dans le second poème du recueil, il est écrit « Je regarde par la fenêtre des enfants derrière la clôture ». Alors, s'il y a quand même une certaine linéarité dans le recueil de La Fontaine, la photographie agit comme élément perturbateur de cette lecture et invite le lecteur justement à reconstituer un peu sur le mode hypertextuel sa propre façon de lire le quartier Hochelaga. Alors, voici le passage en question. Je rappelle qu'à la base de l'écriture d'Homo Suitum, il y avait une volonté du poète de parler
de son quartier d'enfance, de son changement graduel. Parce que le quartier commence à se gentrifier tranquillement, surtout depuis 2000. Voilà. Alors, mais plutôt, en fait, en commençant la rédaction de ce recueil-là, il a trouvé la misère. Plutôt qu'une nostalgie, pour le dire comme ça. Non seulement le premier vers, ici, indique que le point d'ancrage du regard du poète, cette phrase a été reformulée de façon chaotique, nous font comprendre que ce regard comme étant la fenêtre des enfants. Donc, voici, j'essaie de retrouver en fait le même regard sur le quartier que je pouvais avoir lorsque j'étais enfant, et que cette misère-là n'était pas existante, ou du moins pas selon les mêmes paradigmes. Alors, justement, cette fenêtre des enfants, c'est cela même qui éclaire les lieux et qui permet de transgresser la loi de poteaux et de bouches qui établit la rue. La clôture agit ici comme frontière et passage, mais vous me direz qu'il manque ici un point de fuite vers le fond, comme il était question plus tôt, que quelque chose doit couler. C'est à quoi je répondrai qu'en 2015, je vais passer rapidement, lors de la démolition de l'école Barry, des algues se sont mises à pousser sur l'école. On s'est mis à pêcher, juste devant chez Patrick Lafontaine, et qu'on a même trouvé quelque part un radeau pour accueillir des naufragés. Le quadrilatère s'est mis à couler. Je fais un dernier saut du côté de la rue Notre-Dame, puisqu'elle propose un paysage morcelé, tout à la fois tendu entre l'acte d'écriture et la disponibilité du poète au lieu, comme c'est le cas de ce personnage inquiet qui va sur le fleuve. Donc la rue Notre-Dame borde le quartier Hochelaga au sud, et ensuite, au sud de cette rue, il y a tout un secteur industriel qui est non accessible aux résidents. J'écris sur la lisière de la piste, ta lenteur est si belle, à venir quand tu la caresses. Comme une haleine j'écris, Notre-Dame ignore le rêve, vague des sucres lointains sous ton nom. Le ravissement des layons demeure ta plus effective marque. À la lisière de la piste, qu'on suppose être la piste cyclable bordant le nord de l'emprise de la rue. L'observateur se trouve donc à distance de la rue Notre-Dame, et quelque part plus loin, une photographie est prise à partir de l'habitacle d'une voiture sur la terre en question. Le pare-brise fait ici office de camp. Le rapprochement entre le texte et l'image rejoue l'interface de l'espace appartemental du 1646 Joliette. Il y a même une adresse directe à Notre-Dame qui est intimée par les déterminants possessifs. Ta lenteur, ton nom, ta main. S'il est tout à fait possible de concevoir que le possessif ta et la sont associés à Hochelaga, il en va autrement à partir du 5e vers où le référent devient clairement la rue et, pourquoi pas, la Vierge. Une prière s'impose, voire une supplication par l'impératif, demandant à la pureté de rester à la surface des choses. On peut le lire autrement. Notre-Dame ignore le rêve vague des ceux qui est lointain. Sous ton nom, le ravissement des layons demeure ta plus effectivement. D'un autre côté, si nous nous abandonnons à un délit de paronomase, on peut difficilement ne pas entendre le terme « ayons » qui réfère au coffre arrière des voitures, qu'on connaît autrement ici sous le nom « hatchback », qui serait présent ici sur la photographie. Nous trouvons alors face à l'espace perçu par le sujet, comme en témoignent les photographies ici, et qu'il positionne tout à la fois en retrait, donc à la lisière de la piste, mais aussi en place de ce qui est observé sur la rue Notre-Dame. Alors, proposons une seconde lecture où le poète met plutôt en scène un dessaisissement du moi qui opérait un renversement des lieux vers le sujet poète. Alors, Notre-Dame, revions au texte. Notre-Dame ignore le rêve vague des sucs lointains sous ton nom, le ravissement des ayons, demeure ta plus effectivement. Les possessifs changent soudain de référent et semblent plutôt pointer vers l'instance énonciatrice, savoir le poète dans l'habitacle de sa voiture. Notre-Dame, par métonymie, voudrait alors, pour ces gens revenant du travail, porteurs d'un regard usé par leur routine. Le ravissement, dans cette seconde strate, connote la joie tout autant que le rapt, voire le viol. Donc, évidemment, tout ce recueil-là est extrêmement polysémique, alors on peut le revirer dans tous les sens ou presque et trouver une façon double, triple, quadruple de percevoir le quartier Hochelaga. Alors, les layons, entendus ici au sens de sentier, peuvent à la fois signifier une voie morale, tout autant qu'un petit chemin tortueux à travers la forêt. On se rappelle des arbres à brûler sur l'île. La littérature n'en sera pas à sa première analogie entre ville et forêt, vous me direz, mais il sera pertinemment de rappeler que l'étymologie même nous ramènerait, par rapport à Léon, à Semitarius, à savoir cela ou celui qui se tient dans les ruelles et dont les manières vont à l'encontre de la morale, celui qui traque des vies miséreuses. Hochelaga, quand même, est très, très fortement connoté
dans l'imaginaire par, bon, comment dire, c'est un quartier fréquentable, disons-le comme ça. Alors passons maintenant à un dernier exemple. Je cite, « Hochelaga la chic, c'est toi. Le soir, les maisons s'allongent. Tu ouvres le ciel, de tes cuisses la larme, ameute toutes les queues, entre les lèvres murmure, c'est toi que j'aime. » L'enchaînement des deux premiers vers est particulièrement intéressant en termes de double lecture. Hochelaga la chic, c'est toi. Le soir, les maisons s'allongent. Ou encore, Hochelaga la chic, c'est toi, et le soir, ces maisons s'allongent. Le lecteur comprend évidemment que le soir, ce ne sont pas les maisons qui s'allongent, mais plutôt les ombres projetées de celles-ci. Interprétons ces vers plus librement en imaginant quelques secondes que Hochelaga et ses maisons, par métonymie, soient parfaitement assimilables. Le quartier n'est alors rien de plus qu'une silhouette dont la forme réelle doit être imaginée par celui ou celle qui observe. L'amoureux du quartier, ici, profère ces mots terribles, sachant que tant d'autres veulent aussi lui attribuer une forme, se l'approprier. C'est toi que j'aime. La répétition des derniers mots du premier vers rappelle le bégaiement explicité plus tôt. Faisons donc de cette manière en accentuant le fait que murmure peut ici être un impératif. Hochelaga la chic, c'est toi, entre les lèvres, murmure. Entre les lèvres, murmure, c'est toi que j'aime. Toi qui à toute heure du jour se présente différemment, toi qui ne se laisse pas saisir, toi qui n'es qu'une ombre projetée. Dans cette même veine, une maison de la rue Désirée se présente sur le mode d'une distorsion spatiale. Encore là, on va avoir un effet d'allongement de l'espace. Alors, viens-tu chiller, me demande Désirée, mais dans Hochelaga l'héroïne, on n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième pas. Une porte s'ouvre, on s'enfonce dans le décor avec des chats, des spikes sortis, les pieds dans l'eau, des égouts qui refoulent la misère. Nous aurons au fait de remarquer que l'ascension de l'escalier n'en finit plus, que l'espace se trouve étiré et que nous avons encore affaire à une polysémie intéressante, d'autant plus qu'elle se joue dans un espace de l'entre-deux. Ce poème en prose, non ponctué, comme c'est souvent le cas dans l'œuvre de La Fontaine, peut parfois laisser croire au lecteur qu'il y a absence de mots de liaison entre les éléments de la phrase. C'est aussi un effet engendré par l'habituation du lecteur aux enjambements qui sont présents dans les poèmes versifiés. Donc on trouve à l'intérieur de ce texte-là, on peut s'imaginer un certain nombre d'enjambements, en fait, si on se met à le lire en oblique. Et ici, on peut le lire de quelques façons. Alors, surtout cette portion-là ici qui est importante. On n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième pas d'une porte. Alors peut apparaître en fait comme une superposition de propositions qui ne s'exclut pas nécessairement. Alors je vous présente trois lectures possibles. On n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième étage. Pas une porte s'ouvre, on s'enfonce dans le décor. Donc on n'a pas accès à l'intérieur. On peut le lire autrement. On n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième pas, celui effectué par le pied. Une porte s'ouvre, on s'enfonce dans le décor. On n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième pas. Alors le troisième pas d'une hélice circulaire. Troisième pas d'une hélice circulaire, donc d'un escalier en colimaçon. Suite à ce poème-là, en fait, on peut y revenir. Ah voilà. On a justement l'escalier en tire-bouchon, comme certains l'appellent. Donc, un pas, c'est la distance en fait, entre deux spies d'un escalier. Okay. On peut le lire comme ça. On n'arrête pas de monter les marches jusqu'au troisième pas. Une porte s'ouvre, on s'enfonce dans le décor. Dans le premier cas, l'appel de Désirée est un leurre. On monte l'escalier, mais on n'accède pas à l'intérieur. Plutôt, on s'enfonce, on retourne à la rue, à la misère. Dans le deuxième cas, l'accent serait plutôt mis sur le début d'une ascension, sur l'action même de marcher. Le résultat, toutefois, reste le même, on chute. La troisième interprétation laisse supposer l'enfoncement comme suite logique à l'ouverture d'une porte. C'est donc, une fois à l'intérieur, au troisième étage, que les pieds s'enfoncent dans l'eau des égouts, dans la misère. Et pourtant, à ce moment-là, on est rendu au troisième étage. Et donc, il y a un refoulement des égouts jusqu'au troisième étage. On peut aussi supposer que c'est tout le bloc, en fait, qui s'enfonce dans la base du quartier. Alors, ça va se clore là-dessus. Évidemment, il y aurait eu beaucoup d'éléments. En fait, le corpus qui traite de Hochelaga est quand même assez vaste, quoique limité, à certains égards. Et l'île est souvent rapprochée, en fait, au balcon, à cet espace-là, à la fois privé et public, qui donne sur le lieu. C'est le cas dans Rumeurs d'Hochelaga, qui a été publié en 1971 par Jean Hamelin. On revient toujours à cette idée de l'isolement par ce petit espace-là qui est relié à la famille, au balcon, etc. C'est le lieu de toutes les transgressions. Même chose chez Marcel Labine, en fait, dans Le Pas Gagné, où on a en fait la figure du naufragé qui revient souvent, et dont je voudrais qu'on m'efface d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Tous les résidents en fait, de l'Ontario sont des itinérants, on pourrait le dire comme ça, sont comparés en fait à des naufragés. La rue Ontario, c'est la rue principale de Hochelaga. C'est, en Huron-Wendat, pour traduire, la Belle-Eau Saint-Hyacinthe.
Et donc, on a tout un champ lexical là, qui s'active autour à la fois des pseudonymes, des personnages qui sont représentés, etc. Ici, j'ai voulu circonscrire Loma Sweeton, c'est quand même une œuvre un peu touffue. J'espère que ça n'a pas été trop vaseux pour jouer le jeu de mots. Alors, voilà.